Bienvenue au podcast Les Héroïnes Invisibles, un podcast qui raconte les parcours de résilience des mamans, ces héroïnes invisibles de tous les jours. Je m'appelle Émilie Proto-Dupont, sociologue, mère 3 fois plutôt qu'une, ainsi que belle-maman, et j'ai eu l'élan de créer ce podcast pour donner de l'espoir aux femmes, aux mères qui traversent des difficultés. Je me plais à dire à qui veut l'entendre que dans ma vie, ce qui m'a fait le plus évoluer, mais en même temps, ce qui m'a fait le plus travailler fort, c'est d'être maman. Je vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute. Chère Vicky, Oui. aujourd'hui, ma foi, je crois qu'on va naviguer dans plusieurs eaux troubles, dans le sens que il y a plusieurs éléments que tu souhaites nous aborder. Tu souhaites, après ma barre, nous sensibiliser sur ce qu'est la préclampsie que tu as vécu au moment de l'accouchement, mais aussi sur un syndrome rare qu'a ta fille, le syndrome de Noonan, tout ce que ça implique au quotidien, mais aussi l'incertitude que ça amène pour l'avenir. Donc, je ne dis plus rien, je te laisse parler. S'il te plaît, raconte-nous ton histoire. Ben oui, écoute, merci de m'avoir invitée. L'histoire débute, je pense, à la grossesse. Moi, j'avais une grossesse qui allait quand même assez bien, je dirais, à part les nausées et tout ça, là, les maux normaux. Mais à part ça, dans le fond, à l'écho de morphologie, où on est supposé regarder le cœur de ma fille était pas... on le voyait pas super bien, qu'on m'a dit. Donc, on m'a demandé de retourner une deuxième fois pour faire d'autres tests. Puis on m'a dit encore une fois qu'elle bougeait énormément, que c'était difficile et que ça allait être correct. Ça, c'est les mots qu'on m'a donnés. Chose et que finalement, ça n'a pas été vraiment correct à ce niveau-là. Mais c'est ça. Donc, les problèmes cardiaques font partie du syndrome de ma fille. Puis, c'est ça, à 34 semaines, j'ai fait une prééclampsie sévère avec HELP, que ça s'appelle. Je me souviens plus exactement c'est quoi les lettres là, en anglais. Mais en gros, c'est que mes organes, les plaquettes, les protéines dans les urines, il y a eu la pression aussi, tout ça a été attaqué par la prééclampsie, en fait. Donc, Donc, il a ta vie fallu... était à risque, quoi. Ta vie Oui. était mise en péril. Oui, puis là, c'est ça, j'ai de la misère à me souvenir exactement de tout ce qu'ils ont dit parce que c'est énormément de choses qui s'est passé. Puis généralement, c'est super bien traité puis super bien suivi facilement. C'est juste que moi, c'est comme arrivé très tôt dans la grossesse et du jour au lendemain. C'est ça qui a été un facteur déterminant. Donc, il a fallu que j'aille une césarienne sous anesthésie générale pour sauver et ma fille et moi à ce niveau-là, puisque c'était trop endommagé, là, mes organes à ce niveau-là, à ce temps-là. Wow. Quel choc d'apprendre ça du jour au lendemain. Puis, t'as pas terminé ta grossesse à ce moment-là non plus. Non, c'est ça, on Donc, était à 34 semaines. ça, c'est ça. Donc, c'est ça, ils ont juste sorti le bébé, en guillemets. Puis moi, ils m'ont rétabli avec du magnésium puis plein d'autres... je ne sais pas c'est quoi exactement, là. Je sais qu'il y a des antidouleurs, puis il y a eu énormément de solutés. Ils ont contrôlé ma pression avec des médicaments, tout ça, parce qu'on était proche d'une éclampsie. Puis ça, c'est très, très rare là, qu'on se rend jusque-là, mais c'est quand la prééclampsie est trop sévère, justement, puis que ça fait trop longtemps qu'on l'a, puis que nos organes travaillent fort. Là, à un moment donné, c'est trop. Puis, donc là, on a évité ça, en fait, de justesse. Donc, Seigneur, quelle chance dans la malchance, comme on dit, parce que toi, tu t'étais pas imaginé ça comme accouchement de ce que tu m'expliquais aussi. non, À c'est la ça, moi, base, ouais, moi, j'étais en suivi en maison de naissance. J'avais vraiment l'intention d'accoucher, premièrement, à terme. Je pense un peu comme tout le monde. Je voulais accoucher dans le bain. J'avais ma playlist de prévues. Je voulais les petites chandelles. J'avais choisi ma chambre à la maison de naissance. On peut choisir. Je visualisais beaucoup ça. Puis, justement, je pense que j'étais pas préparée à avoir euh, un accouchement aussi tôt. J'entendais pas beaucoup parler de prématurité dans mon entourage, ni dans les services qu'on nous a offerts. On n'a pas eu beaucoup d'informations à ce niveau-là. On s'attend tout le temps à ce qu'une grossesse arrive à terme, mais c'est énormément d'enfants qui vont quand même naître plus tôt que prévu. Puis, je n'étais pas du tout préparée à ça, là.
C'est intéressant et important ce que tu soulignes, la préparation. On veut pas, bien sûr, s'imaginer des scénarios catastrophes, mais en même temps, pas juste visualiser le beau parce on peut tomber de haut. Autrement dit, si l'idéal n'arrive pas en termes d'accouchement ou en termes de santé pour le bébé, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'à la force de se mettre cette belle idéal, si ça n'arrive pas, c'est un deuil à faire de l'accouchement qui n'a pas été arrivé en fait comme on l'espérait. Puis là, moi, dans mon cas, encore plus tôt, en milieu hospitalier. Moi, je voulais être vraiment maison de naissance, une césarienne. C'est pas ça ce que je m'avais préparé. Je m'étais vraiment préparée pour les contractions poussées puis tout ça naturel. Donc, c'est sûr qu'on tombe un peu plus de haut, en effet, de regarder ça comme ça. Puis d'avoir aussi la prématurité d'avoir un petit bébé à 34 Mhm. semaines, on ne sait pas à quoi s'attendre, là. C'est pas dans les normes, là. Oui, puis toi, tu m'as expliqué que ta fille avait des problèmes cardiaques à la naissance. Justement, ce cœur, ce fameux cœur qu'on n'arrivait pas à voir à l'échographie. Ouais, exactement. Ça, on était tellement chanceux dans notre malchance parce que j'ai accouché un jeudi soir, puis OK. les cardiologues de Sainte-Justine venaient le lendemain matin, le vendredi matin à l'hôpital où ma fille est née. Donc, ça nous a évité un transfert à Sainte-Justine. Donc, déjà là, on est vraiment chanceux parce que c'est ça. Il voyait que son cœur, il y avait quelque chose de spécial avec. Il l'écoutait, il l'entendait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend, mais il disait que c'était vraiment pas normal, mais il était rassuré par le fait que les cardiologues s'en venaient, puis qu'elle était quand même assez stable à la naissance, relativement stable. Donc, quand elle a pu être examinée par les cardiologues, ben là, ils ont pu vraiment faire un plan d'intervention un peu, savoir c'est quoi la suite pour elle, puis son petit cœur, parce qu'elle a 3 problèmes cardiaques quand même. Wow. Toi, Donc, c'est ça. comment tu vivais ça? C'est que je t'imagine alité avec la Ouais. récupération de la césarienne qui est difficile, des nouvelles médicales comme ça qui sont pas faciles à digérer ou à comprendre. Ben moi, sur le coup, ça a quand même été un peu long avant que je sois assez consciente parce que j'étais tellement sous les gros médicaments. Puis je pense que le cerveau aussi, ben, en fait, je sais que mon cerveau a fait une dissociation qu'on appelle parce que c'était un peu trop, là, trop de stimuli, trop de choses qui se passaient. Donc, ça m'a pris 2 jours, je dirais, avant d'être consciente et assez en forme aussi pour aller la voir. Fait qu'il y a ça aussi. Premièrement, de ne pas la voir tout de suite, c'est spécial. On s'attend à ce qu'on. Surtout que moi, j'étais sous anesthésie générale, donc je savais pas qu'est-ce qui venait de se passer. J'avais pas compris là, qu'elle était née sur le coup. C'est après coup, quand mon conjoint m'en a parlé, que là, j'ai compris. Puis elle était en néonatalité. Moi, j'étais dans mon lit d'hôpital, donc je pouvait pas la voir. Ça allait être quand même un deuil là, là-dessus, de pas Ben voir notre bébé oui. naissant, parce que nous, faut aller mieux, là. C'était quelque chose. Mais j'ose même pas imaginer. Mais dans la suite de l'histoire avec les cardiologues qui sont venus, puis là a commencé, j'imagine, une multitude de rendez-vous médicaux. Oui, surtout avec la prématurité, là, faut s'assurer que tout est beau. Puis avec le cœur, ben, ma fille, elle a été 21 jours en néonatalité où elle a été vraiment surveillée. Les bébés prématurés font ce qu'on appelle des événements qui peuvent être de plein de niveaux différents. Dans le cas de Flora, c'était je me souviens plus exactement du mot, mais c'est son petit cœur qui avait de la difficulté, qui prenait des pauses. Donc, il fallait vraiment qu'elle ait un suivi serré, que les cardiologues la voient fréquemment. C'était à toutes les semaines, mais plus ça allait, plus on a eu la chance. Oui, oui, c'était vraiment assez sévère, là. Mais ça s'est espacé avec le temps, heureusement. Mais même aujourd'hui, euh, avec le syndrome de Noonan qui a finalement tombé, étant donné que les symptômes, de ce que j'ai compris, il y a une multitude de problèmes associés à ce syndrome-là, ce qui fait en sorte qu'il y a une multitude de spécialistes à voir, à coordonner les rendez-vous et tout. Oui, c'est vraiment un défi au quotidien d'aller toujours valider est-ce qu'elle est correcte. Puis tout ça a découlé vraiment de ces problèmes cardiaques. Les cardiologues nous ont amenés en génétique à Sainte-Justine où on a eu le résultat. Et aussi, on est allé voir plusieurs spécialistes là-bas et à Trois-Rivières où que je suis aussi. Donc, on est vraiment suivi serré pour valider que tous ses organes, tout son développement est beau, tout ce qui peut arriver en ce moment reste stable, son audition, sa vue,
les reins qu'on a vus aussi, les problèmes de coagulation. Elle ne peut pas prendre d'Advil, ces médicaments-là en ce moment. Il pourrait avoir des problèmes de sang plus tard, mais pour l'instant, on est quand même stable. Donc, c'est beaucoup de suivi, en effet. Je pense que pour les bénéfices de ceux qui nous écoutent présentement, puis qui doivent se demander depuis le début de l'épisode, mais qu'est-ce que le syndrome de Noonan? Je pense Oui, que ça vaut la peine, même si là, tu nous as donné des indices assez importants sur toutes les complications qui sont possibles autour du syndrome, mais je te laisse nous vulgariser pour qu'on puisse un petit peu mieux comprendre ce que c'est. oui, puis vulgariser, c'est vraiment le bon mot. Tout ce que je dis, je suis pas médecin, je fais vraiment avec le meilleur de mes connaissances. Mais pour le syndrome de Noonan, c'est une anomalie, pardon, génétique. Donc, c'est dans l'ADN. Ça touche un gène en particulier, principalement celui de la croissance. Et il y a plusieurs gènes, justement, qui peuvent être touchés. Celui de Flora, c'est le RIT1, RIT1, mais il y en a plusieurs autres. Puis elle, c'est un qui est assez rare. C'est moins de 5% de ceux qui ont le syndrome qui est celui-là. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup, là, en ce moment. Dans le monde, là, on Ouais. s'entend. Oui, oui, c'est ça. Je parle avec quelques personnes à travers le monde, principalement en anglais, je dirais, mais il y en a aussi dans la francophonie. Mais c'est un syndrome rare, donc on n'est pas non plus des milliers, des millions à avoir ça. Ça peut arriver de deux façons. C'est soit le parent il est porteur du gène puis va le donner à son enfant, ou ça arrive à la conception. C'est comme une surprise. Il y a un problème dans l'ADN, puis l'enfant naît avec ça. Et ce que tu m'expliquais aussi, c'est que des fois, on peut le voir au moment des échographies durant la grossesse, mais des fois non. Puis dans ton cas, vous n'avez pas pu le savoir, mais il y a des cas de figure où il y a des mamans qui l'apprennent avant d'accoucher, puis qui doivent prendre la décision si elles mettent à terme ou pas leur grossesse. Mais il y a très peu d'informations sur comment ça se passe dans le quotidien avec un enfant qui a le syndrome de Noonan. Donc ça aussi, c'est un aspect que tu voulais aborder avec nous aujourd'hui. Oui, en effet, parce que justement, j'imagine une mère qui le sait pas, que son enfant a ça, puis qu'elle l'apprend pendant qu'elle est enceinte, qu'on lui donne juste les diagnostics, puis qu'on lui dit, hey, ça peut aller de plein de façons différentes, qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de ressources, comme je dis, puis encore moins dans la francophonie. Donc, je trouve ça intéressant de mettre en lumière cet aspect-là, surtout que j'ai parlé avec des mamans moi-même qui ont dû faire ce choix-là, puis qui me disent, ah, mais je savais pas que ça pouvait bien aller aussi, parce que c'est sûr que c'est un enfant avec des défis, on ne se le cachera pas, il va avoir des choses peut-être un peu plus difficiles qu'un autre enfant, mais ça reste que ça peut aussi bien aller et que ça peut faire des enfants qui sont merveilleux puis sont pas nécessairement... Oui, c'est plus difficile dans le sens qu'il y a plus de rendez-vous, mais après ça, c'est quand même des enfants qui peuvent avoir beaucoup de potentiel. Ça me fait un beau mon cœur ce que tu dis. Puis il suffit d'aller voir un petit peu ton Instagram pour voir le beau sourire de ta fille qui est rayonnant. Elle a l'air d'un petit rayon de soleil au quotidien. Elle est vraiment résiliente aussi. J'ai jamais vu un enfant aussi résilient dans le sens que elle peut tomber, se faire mal, elle va pas pleurer, elle va se relever comme si de rien n'était. Puis comme ça sort d'où? Ben, elle a tellement, on dirait, été affectée de tellement de choses que c'est sa seule option dans le fond de foncer puis d'y aller puis d'essayer. Moi, j'aimerais comprendre, Vicky, en t'écoutant, comment te digérer ces nouvelles-là? Comment t'as su finalement euh, accepter la situation et même l'accepter positivement en t'écoutant aujourd'hui? Ben, il y a plusieurs choses. C'est sûr que quand je l'ai su sur le coup, ça n'a pas été aussi facile parce que justement, c'est l'inconnu. Puis je pense que c'est ça qui fait peur de discuter avec une généticienne qui dit, ah, c'est un syndrome rare, on va aller tester. Tu peux lire sur les internets. Puis quand on regarde, c'est comme je dis, c'est pas toujours beau. Ce qu'on nous parle, ça peut tellement aller de plein de façons que c'est sûr que sur le coup, c'est pas facile. On se demande ça va être quoi le futur, mais avec le temps, ça aide beaucoup, premièrement. Deuxièmement, comme je dis, de parler avec d'autres personnes qui ont des enfants avec le syndrome, c'est plus facile. J'ai aussi fait de la thérapie pour m'aider à gérer mes émotions parce que je trouvais que c'était beaucoup. Mais somme toute, je pense que rien n'arrive pour rien puis que ça a donné une résilience, autant pour moi, autant pour ma fille, d'avoir ce syndrome-là. Donc, finalement, il y a eu un sens à tout ça. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'en ai juste une, entre guillemets, mais c'est toute qu'une enfant. Elle vaut pour deux, là. Euh,
Tu mentionnais, je suis désolée hein, de te poser la question aussi rudement que ça. J'espérais avoir des plus beaux mots, mais vu que tu amènes le sujet, tu me disais justement qu'il y a eu un deuil à faire d'une autre grossesse. Oui, parce que dans mon cas, la prééclampsie est allée extrêmement forte. Comme tu sais, c'est très rare comment c'est arrivé. Puis, on m'a dit que si j'avais une autre grossesse, moi, je survivrais pas, puis le bébé non plus. Donc, quand j'ai eu cette nouvelle-là, c'est sûr, ça a été un deuil, ça a été quelque chose à discuter, mais c'était pas une option, entre guillemets. Mais il faut l'accepter. Puis comme je dis, j'ai la chance d'en avoir une. J'ai la chance d'en avoir une qui est en vie. J'ai mon miracle. Puis je pense qu'un miracle, ça n'arrive pas nécessairement deux fois. Donc, je vais juste être reconnaissante de tout ce qu'elle fait. Moi, d'être avec elle, d'avoir cette belle relation-là aussi que j'ai. Je prends pas ça pour acquis. Au contraire, à chaque jour, je remercie le ciel, la terre, peu importe, d'avoir cette chance-là, en fait. Juste d'être avec elle. Elle est là, on est en santé. C'est tout ce qui compte. Je je trouve ça merveilleux. On est en santé, dans le sens que là, elle est stable. Oui. Tu es reconnaissante pour ça, on le sent dans ta voix. Mais justement, tu as mentionné tantôt naviguer un peu avec l'inconnu. Quand que vous avez eu la nouvelle, c'était l'inconnu. Mais présentement, l'inconnu est encore là dans le sens que on ne sait pas comment ça peut évoluer. Que j'ai été tellement saisie quand que tu avais mentionné dans une de tes vidéos que tu as publiées sur tes réseaux sociaux que vous ne savez pas dans un petit nombre d'années si ta fille va pouvoir continuer à entendre bien. Donc, ce genre d'incertitude, comment vous faites, toi et ton conjoint, pour justement garder la confiance envers l'avenir? Ben, je me dis un jour à la fois. Ma fille est rendue à 3 ans. Ma fille défie quand même quelques pronostics dans le sens que son état va très bien. Donc, on va se fier à qui se passe en ce moment, puis ce qui s'est passé dans le passé, c'est que ça a été des bonnes nouvelles. Puis on verra rendu là, je peux pas le contrôler. Donc, même si je me fais tous les scénarios du monde, mais tout ce que je peux, c'est être présente pour elle dans le moment, puis l'accompagner dans tout ça, la faire voir tous les rendez-vous qu'elle a besoin, aller voir les spécialistes, qu'on va confirmer que tout va bien. Puis si jamais on apprend que ça va pas bien, ben au moins elle est suivie. Elle va avoir Mm. tout le soutien tant qu'on est dans le système, ça va bien parce qu'après, justement, du moment qu'il y a une petite chose, ben, ils vont tout de suite lever le flag puis on va pouvoir avoir les services nécessaires pour continuer. Donc, on y va avec une journée à la fois, une respiration à la fois s'il faut. C'est, c'est une bonne leçon que tu viens de me donner personnellement. Puis je pense à beaucoup de personnes aussi qui t'écoutent présentement. Ben oui, parce qu'on peut rien contrôler de ça. Puis là, je parle, c'est sûr que moi, j'ai un enfant avec un diagnostic, mais on sait jamais. Ça peut être un enfant qui naît à terme, qui va super bien, puis à un moment donné, ah, il arrive quelque chose, que ce soit des troubles d'apprentissage, des troubles de langage, peu importe, en vieillissant, plein de choses peuvent arriver, puis rendu là, on va juste l'accepter. Donc, c'est pas parce qu'elle a un diagnostic que faut que je m'en fasse plus qu'un autre parent. Puis à quelque part, je sens que ce serait contre-productif justement de se ronger les sens sur un avenir voilà, c'est d'y aller dans le présent, qu'est-ce qui va bien, puis ça sur quelles sont les variables sur lesquelles tu peux influencer ou avoir du contrôle, puis le reste, ben, tu lâches prise. J'admire beaucoup ta façon de voir la vie. Non, mais merci. Mais en même temps, je veux lui donner le modèle parce qu'elle elle va le vivre avec ça toute sa vie. Donc, si elle voit sa mère qui, comme tu dis, ronge les ongles à chaque jour, se ronge les sangs de tout ça, Oui, ben elle-même, j'ai pas l'impression que ça peut l'aider. c'est vrai parce qu'elle, elle va composer, tu as tout à fait raison. Donc, il faut qu'elle ait un modèle de comment gérer les émotions à travers une maladie ou un problème de santé. Tu as tout à fait raison. Ouais, puis c'est ça, on s'outille avec tous les gens, puis notre entourage aussi, c'est plus facile quand on a un entourage qui est présent, qui est aimant, qui va aider. Ma fille ne manque pas d'amour, donc là-dessus, j'ai l'impression que le positif attire le positif, l'amour va gagner un petit peu dans tout ça. Tu m'amènes à réfléchir à une nuance avec ce que j'ai dit au début de l'épisode, quand on se disait, bon, il faut se faire des scénarios positifs, mais aussi, il faut pas juste être dans la vision rose de la vie, puis envisager également ce qui pourrait moins bien se passer. Mais là, j'ai envie d'ajouter une nuance avec tout ce que tu viens de dire, c'est pourquoi pas espérer le meilleur et y croire,
et en même temps se dire qu'on va avoir la force nécessaire au moment venu si jamais ça se passe moins bien. Oui, c'est ça, c'est de se préparer comme là, on le sait. C'est possible qu'il y ait des problèmes cardiaques. Bon, on a parlé des Mhm. cardiologues. Les cardiologues nous ont dit, parfait, si jamais il y a quoi que ce soit, le plan, c'est de la médication, on a de l'intervention, on a une opération à cœur ouvert. Parfait, c'est les options. Ça ne veut pas dire que ces options-là vont se passer, mais au moins on le sait, c'est quoi qui peut nous attendre. Mais Exact, après, exact. on espère que ça reste comme aujourd'hui, qu'elle va bien, que son cœur est stable. On va se croiser les doigts pour que ça reste comme ça pour le reste. Comme tu dis, c'est de s'informer, de se préparer dans les différents scénarios, mais somme toute, garder le focus sur le meilleur scénario possible. Oui, exactement. C'est de faire une belle balance dans tout ça. C'est pas évident, mais faut y Mais arriver. j'aime ça, cette nuance-là qu'on vient d'apporter. En tout cas, moi, je vais essayer de l'appliquer. Oui, oui, puis c'est dans tous les autres scénarios possibles de la vie, mais Exact. Ben, je crois sincèrement, Vicky, que tu nous as permis de beaucoup mieux comprendre c'était quoi, comment qu'on peut vivre la prééclampsie, ce que ça l'apporte aussi comme scénario possible par rapport au risque pour toi, pour le bébé. Tu nous as aussi bien expliqué c'était quoi le syndrome de Noonan. Euh, mais dans le quotidien, si on veut un peu clore l'épisode avec ça, comment tu vis ça dans la quotidienneté avec ta fille? au quotidien, je pense que c'est Oui. d'être un peu plus à l'affût, pareil, de ce qui peut se passer. Exemple, d'aller comparer, ben, je compare un peu avec les autres enfants, savoir est-ce qu'il est au même niveau au point de vue langagier, au point de vue justement moteur, motricité fine, tout ça. Mais après, c'est d'avoir plus de contrôle sur le moment présent, de bien s'entourer, comme j'ai dit. Comme j'ai dit, j'ai fait de la thérapie, ça l'aide énormément. Si on a besoin de ne pas hésiter à aller en parler à des professionnels. Parce que oui, j'ai peut-être un beau discours en ce moment, mais c'était peut-être pas le cas il y a 3 ans. Puis Mm. pour le reste, comme je disais, de se préparer, d'informer. Comme moi, je parle de la prééclampsie puis du syndrome beaucoup sur mes réseaux. Puis j'en parle aussi avec les mamans quand, exemple, j'ai des amis qui sont enceintes, ben, de les informer. Je pense que ça peut juste aider parce qu'on est moins dans le néant de ce qui peut se passer. Exact. Donc, c'est pas mal ça, je dirais. Ça me- Tu vas me trouver un peu nounoune de dire ça pendant l'épisode, mais vu que j'ai remarqué que tu aimais l'univers d'Harry Potter sur tes réseaux sociaux, je suis sûre que tu aurais été à Serdaigle, toi. Pense! Oui, ceux qui aiment justement avoir la connaissance pour pouvoir prendre des bonnes décisions éclairées. C'est vraiment le message que tu nous livres aujourd'hui. Merci pour ça. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu pour parler un petit peu de ce parcours-là, assez atypique, mais rempli d'amour et rempli d'espoir quand même. Justement, moi, je le demande à chacune des participantes au podcast parce que je trouve que tu as fait un beau résumé, une belle conclusion, mais juste au cas où, là, y a-t-il un petit mot, un petit quelque chose que tu aimerais dire à celles qui t'écoutent présentement? De s'outiller, de se préparer, d'aller s'informer, puis d'y aller une journée à la fois, un moment à la fois, surtout quand l'anxiété monte, quand on peut regarder tous les différents scénarios, de se ramener à maintenant, je respire, maintenant ça va bien, maintenant mon bébé est en santé, c'est ce que je contrôle, puis y aller avec ça au jour le jour. Merci. Merci à toi. Héroïne invisible. Si jamais le vécu qui est raconté dans cet épisode vous parle et qu'il s'agit d'une situation que vous devez traverser présentement, il est proposé dans le descriptif de cet épisode des ressources communautaires au besoin. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur du courage pour traverser l'épreuve que vous vivez présentement. Les mères, nous sommes beaucoup plus fortes qu'on le pense. Ah oui, j'oubliais, s'il vous plaît, aimez cet épisode ou abonnez-vous afin d'encourager notre travail.